Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news sur Reflet TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une grande figure de la scène politique ivoirienne, professeur Sébastien Dano Diédié, ancien ministre et aujourd'hui président exécutif du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. À travers cet entretien exclusif, nous aborderons des grands enjeux sociopolitiques du moment, des défis liés à la révision de la liste électorale jusqu'à l'unité de l'opposition. En vue de la présidentielle ivoirienne de 2025, nous parlerons également de la cherté de la vie, un problème qui touche directement les Ivoiriens et explorerons les perspectives proposées par le PPACI pour apporter des solutions durables. Le tout pour 70 minutes d'émission. Merci à vous, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Reflet TV. Nous sommes honorés de vous recevoir ce jour. Moi aussi. Alors tout de suite, nous parlons maintenant du premier sujet de cet entretien, la révision de la liste électorale qui a pris fin. Quel bilan faites-vous dans l'ensemble de cette opération? Merci beaucoup pour la question. Si je suis sur votre plateau, c'est essentiellement pour la révision de la liste électorale. C'est une préoccupation majeure pour moi et pour tous les Ivoiriens. Le bilan que nous en faisons est un bilan, je l'ai dit par ailleurs, catastrophique, pour la simple raison que ce que nous attendions, c'est pas ce que nous avons vu en réalité. Qu'attendiez-vous? Nous attendions que cette opération se fasse de la façon la plus simple possible, la plus fraternelle et la plus conviviale possible. Ce n'a pas été le cas. Nous avons été par moments obligés de faire mains et pieds pour régler un certain nombre de dysfonctionnements qu'on soit sur les sites, les différents sites que le pouvoir ou la CEI a indiqués. Je le dis parce que c'est très difficile pour les Ivoiriens d'accéder à ces sites d'enrôlement. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés, parce que l'administration locale n'a pas été suffisamment sensibilisée pour faciliter la tâche aux Ivoiriens. Et deuxièmement, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient en possession ou pouvaient être en possession de leurs documents, c'était la croix et la bannière. Dans l'un, dans l'autre, ça a fait que nous avons observé des obstacles qui n'ont pas permis aux Ivoiriens de s'inscrire, de se faire enrôler normalement. Et avec ces obstacles, est-ce que déjà, chez vous, ça traduit une perte de confiance pour la présidentielle ivoirienne à venir? Pas forcément l'appel confiance. C'est-à-dire ceux qui sont venus, ceux qui ont voulu se faire enrôler, étaient confiants, parce qu'ils veulent élire leur président. C'est pour cela qu'ils ont cherché à se faire enrôler. Mais pour se faire enrôler, il leur fallait des documents qu'ils n'ont pas pu avoir à temps. Alors que le délai était très court, le temps qu'ils introduisent les demandes, le temps que les demandes sortent, le temps qu'ils rentrent dans une autre phase pour avoir d'autres documents, ça a pris un long moment. Et ça ne leur a pas permis d'être à l'heure à l'enrôlement. Vous avez compris qu'au début, on nous a parlé de désert dans les centres d'enrôlement. Ensuite, il y a eu un engouement vers la fin. Mais tout ça a été lié au fait que les documents administratifs sortaient difficilement. On appelait ça... Malgré la gratuité, du certificat de nationalité. Exactement. On appelait ça la lourdeur administrative et judiciaire. C'est-à-dire les dossiers étaient entassés sur les bureaux des sous-préfets, des maires et des commissaires, et aussi sur le bureau de l'administration judiciaire. Ça fait qu'ils n'ont pas eu de documents à temps, ils n'ont pas pu se préparer, ils n'ont pas pu être là pour aller se faire enrôler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme mon bilan que vous m'avez demandé tout à l'heure, sur 4 500 000 personnes que la CEI avait prévues à la fin de l'enrôlement, on est arrivé qu'à environ 800 900 000 943 157 personnes. Ce qui est insuffisant. Mais des chiffres supérieurs à ceux de 2015 et 2020. Non, mais c'est pas de cela qu'on parle. Aujourd'hui, on n'est pas en 2015, on est en 2025. Il y a une nette amélioration, il faut le reconnaître. Même si c'est amélioré ou pas amélioré, dans tous les cas, je vais dire par là que j'ai vu comme vous que les chiffres ont évolué jusque-là. Aujourd'hui, c'est une année, nous sommes dans une année spéciale. Nous sommes appartenant à des élections spéciales. Et c'est ce qui a motivé l'engouement des Ivoiriens pour aller se faire enrôler. Donc, qu'on soit à 500 000 hier et qu'on soit à 900 000 aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose. Est-ce que vous, les grands partis, vous ne vous mettez pas en cause parce que la jeunesse se sent parfois désintéressée par la politique? Non, non, non. J'ai dit tout simplement que si on prend aujourd'hui les résultats qu'on a obtenus et que je prends mon cas personnel, dans mon camp, où il y a près de 120 000 personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler alors qu'ils ont les documents, alors que les documents étaient prêts, alors qu'ils ont introduit les demandes, qu'ils n'ont pas obtenu les demandes, tout cela mis bout à bout. Cela veut dire que ce soit les jeunes ou les adultes, tout le monde était prêt pour aller à l'enrôlement. Donc pour vous, des Ivoiriens ont été exclus de ce processus. Voilà le mot. Ils ont été exclus pour le processus par l'impréparation
et par les conséquences même de la méthodologie qu'on a mise en place. Et imaginez un peu les juges qui devaient délivrer les certificats de nationalité étaient en vacances. Ils avaient ce qu'on appelle la vacance judiciaire des juges. Tant qu'ils sont en vacances, le travail ne peut pas se faire normalement. Parce que c'est une seule personne qui va signer les documents. Quel temps il a, quelle force il a pour signer tous les documents. Il faut que tout le monde soit là. Et c'est vers le 14 octobre que les juges ont commencé véritablement à travailler. Or, l'enrôlement commençait le 19 octobre. Donc, si le 14 octobre, que l'enrôlement commence le 19 octobre, que tu n'as pas les documents, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout ça qui a fait les déserts dans un premier temps, et après l'engouement, parce qu'ils se sont rendus compte que petit à petit, les documents sont sortis, et vers la fin, il était maintenant trop tard. C'est pour cela que nous avons critiqué le délai trop court. Nous avons demandé 3 mois. Pour nous, c'était suffisant pour que les Ivoiriens se fassent enrôler, en tenant compte des demandes qui sortent difficilement. Donc pendant 3 mois, on aurait pu avoir le temps de faire tout ce travail-là et puis avoir un bon résultat. Mais comme me disent 800 000, 900 000 personnes enrôlées, ça ne fait que 20% de la population envisagée sur les 4 500 000, ça ne fait que 20%. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et les Ivoiriens veulent aller aux élections, élire leur président de la République en 2025. Ils sont prêts pour ça, qu'on leur donne l'autorisation, qu'on leur donne l'occasion. C'est pour ça que nous avons demandé des 3 mois supplémentaires. Mais au-delà des 3 mois supplémentaires, comme la loi prévoit qu'en 2025, on peut encore faire une révision électorale, nous comptons aussi sur ce qui n'est pas évident. Ça doit être évident. Vu le calendrier électoral. Ça doit être évident. Ça doit être évident. Ce n'est pas une question de ce qui n'est pas évident. Ça doit être évident. C'est une loi qu'on doit respecter. Bien. Quand on me fait dire que la CEI a un délai pour compiler les documents, les traités et sortir une liste provisoire, je m'inscris en faux. C'est-à-dire dans tout travail, quand on a un délai, c'est par rapport au délai qu'on se donne les moyens pour y arriver. Quand on a une semaine pour faire travail, qu'on peut faire à 4 jours, on fera tout pour le faire à 4 jours, au lieu d'une semaine. Et la semaine, c'est un deadline qu'on s'est donné, parce qu'on veut qu'au bout d'une semaine, ça sera possible. Mais avant ça, on veut bien y arriver. Il y a beaucoup qui le font, Les traitements informatiques, ça ne demande pas des années. Donc tout cela ne me convainc pas, moi, personnellement, pour dire que parce qu'on a un tel délai, il n'est plus possible de faire un enrôlement en 2025. Il faut faire l'enrôlement en 2025, c'est ce que la loi prévoit. La loi le sait très bien, il a prévu l'enrôlement tous les ans. Il faut qu'on le fasse. Mais pourquoi ne pas procéder par un basculement automatique sur la liste électorale dès qu'on est majeur? Certains partis, certains des grands partis, auraient refusé cette proposition. Je ne suis pas informé de cette proposition. Je suis pas informé parce que normalement, dans l'ancien temps, effectivement, c'est tous ceux qui étaient sur qu'on appelle ça, le recensement de la population qu'on balançait directement sur la liste électorale. Donc le PPACI est pour un basculement automatique? Le PPACI n'est pas pour quoi que ce soit. Le PPACI dit qu'on a donné l'occasion aux Ivoiriens d'aller s'inscrire. Le PPACI n'est donc pas pour un basculement automatique? Je ne suis pas. Je ne sais pas ce que le basculement automatique allait donner. Je ne sais pas ce que cela va donner. Mais je dis tout simplement qu'il faut choisir les choses une à une. On dit aujourd'hui, on a ouvert une lucarne pour que les gens aillent s'en faire enrôler. Que ça soit fait. On a la disposition pour ça. Non, pour la question du basculement automatique, pas pour contre quelle est dans votre position. Je ne sais pas ce que ça contient, le basculement automatique. C'est-à-dire, vous avez 18 ans, automatiquement, les municipalités, vous faites basculer sur la liste électorale. Ça aurait été l'idéal. Si on est sûr que ceux qu'on va basculer sont effectivement des Ivoiriens qu'on bascule, ça aurait été l'idéal. Mais ça, je ne mets pas ma main au feu. Concernant cette page, je n'ai pas bien étudié ce dossier. Ce que j'ai étudié, c'est qu'on donne l'occasion aux Ivoiriens majeurs d'aller se faire enrôler, ce qui s'est passé, et c'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. C'est de ça qu'il faut parler. Bien. Professeur, quel mécanisme propose votre parti, le PPACI, pour garantir l'inclusivité dans l'inscription des électeurs les années à venir? Ce que nous proposons est très simple. C'est-à-dire, dès l'instant où on est en état d'aller prendre part au vote, on permet aux Ivoiriens effectivement d'aller se faire enrôler. Ça permet de contrôler aussi ceux qui viennent se faire enrôler en prenant les dispositions, en prenant les garanties. Donc, ce que nous proposons, c'est de permettre à un moment donné, sur une période bien déterminée, mais assez longue, après avoir fait de la sensibilisation au maximum, de dire aux gens, venez, vous allez vous faire enrôler de telle période à telle période. Mais avant cela, voilà les documents à fournir. Et avant cela, nous décidons de la gratuité de tel ou tel document. Ce n'est pas pendant l'enrôlement qu'on a dit qu'on a les documents gratuits, alors qu'au départ, la gratuité a été prohibitive. La gratuité a fait que certaines personnes n'étaient pas chaudes pour aller à l'enrôlement. Donc maintenant que la gratuité est décrétée, on peut aller à l'enrôlement, faire des papiers tranquillement. Donc ça doit se dire quelque temps, enfin longtemps à l'avance.
pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Et ce qui n'a pas été fait. Et c'est ça que nous critiquons. Bien. Voilà. Alors, le président Laurent Gbagbo est pour l'heure absent sur la liste électorale en attendant la publication de la liste électorale provisoire, voilà, de cette récente opération. Quelle solution proposez-vous pour la réinscription de son nom sur le fichier électoral? Parce que la CEI parle d'une question de justice qui ne ressort pas de ses compétences. Je n'ai pas de solution à proposer. Le cas du président Laurent Gbagbo est une cause nationale. Je le dis, c'est une cause nationale. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait de ce pays ce qu'il a pu faire, qui a réglé beaucoup de problèmes dans ce pays. On l'a déporté à Korogo puis à La Haye. Il est revenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est là. Il veut participer aux élections présidentielles. On nous dit que non. Parce qu'il a été condamné, il n'a pas le droit de participer aux élections présidentielles. Bien, c'est ce que les gens disent. Moi, je retiens tout simplement que le président Gbagbo a fait l'objet d'un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit que son nom doit être inscrit sur la liste électorale. Mais que le président Gbagbo aussi a été blanchi totalement. Il a été blanchi totalement. La Côte d'Ivoire qui n'est plus de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le président Gbagbo a été totalement blanchi par la Cour pénale internationale. Il est donc rentré en Côte d'Ivoire tout blanc. Mais poursuivi par la justice ivoirienne. Mais pas la justice ivoirienne. La BCAO. Cette justice ivoirienne était là quand il est parti à La Haye. Cette justice ivoirienne était là quand il est parti à La Haye. Pourquoi elle n'a pas pris la décision au moment où il était à La Haye, que c'est au moment où on devait le libérer qu'on a pris la décision de le maintenir dans cette situation. Donc tout ça, je ne veux pas qu'on en parle vraiment sur le plateau de la télévision parce que bon, le débat n'est pas sain à mon niveau. C'est pris comme ça, ce n'est pas sain. Je ne veux pas qu'il y ait des polémiques vraiment inutiles, mais je pense que des hommes et des femmes de Côte d'Ivoire doivent faire preuve de sagesse suffisante pour que ce problème soit réglé. À travers une loi d'amnistie, pourquoi pas? Mais si les gens veulent faire une loi d'amnistie, pourquoi pas? Il n'est pas le seul, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation. Soro Diom, Blé Goudé, Akossi Benjo, beaucoup d'autres Ivoiriens qui sont même à l'extérieur, qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer. Pourquoi ne pas les faire venir, tous ces Ivoiriens? Ils ont tous enfants de ce pays. Mais ceux qui veulent rentrer sont rentrés. On a vu le retour de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et bien d'autres personnalités qui sont rentrées au pays. Et d'autres restent à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas encore sûrs que s'ils rentrent, on ne va pas les mettre en prison ou pas. Mais ceux qui sont rentrés ne sont pas allés en prison, bien que poursuivis par la justice ivoirienne. Non. Laurent Gbagbo a été blanchi par la Cour pénale internationale, donc il est rentré. Soro Diom a été blanchi par la Cour pénale internationale, donc il est rentré. Ceux-là, au moins, ils ont des éléments. Soro Diom n'est pas rentré. Charles Blé Goudé plutôt, c'est ça. C'est de ça Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé. Si je me suis trompé, corrigez-moi. Je vais parler de Charles Blé Goudé, blanchi par la Cour pénale internationale, est rentré. Soro Diom n'est pas rentré, il est à l'extérieur. Sa situation, je ne connais pas. Il y a d'autres Ivoiriens anonymes, beaucoup, qui sont à l'extérieur, qui ne savent pas à quel pain, à quel ils seront mangés, donc ils sont encore là-bas. Ils ne sont pas rentrés. Mon souhait, et c'est un ancien ministre de la Réconciliation qui vous parle, mon souhait est que tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui en exil, tous les Ivoiriens qui sont, qu'on pourrait appeler des bannis, que tout ce monde revienne et que l'État fasse l'effort pour que la paix, une fois pour toutes, soit réelle en Côte d'Ivoire. La réconciliation soit réelle en Côte d'Ivoire. Et je pense que les élections à venir peuvent nous donner cette occasion-là. C'est pour cela que nous nous battons pour que les éléments primordiaux qui vont conduire à des élections paisibles, inclusives et transparentes, ces éléments-là puissent être aujourd'hui regardés de très près dans la liste électorale. Quel impact cette exclusion pourrait-elle avoir sur la stabilité politique du L'exclusion n'est pas bonne. Parce que vous vous souvenez très bien qu'il y a eu quelques années en arrière, on parlait d'exclusion dans ce pays, et on sait où ça nous a conduit, l'exclusion. Donc quand on revient encore à ces mots d'exclusion, moi ça me gêne. Connaissant ce qui s'est passé, il n'est pas question qu'aujourd'hui on parle d'exclusion en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, faisons tout pour être inclusifs dans tout ce que nous faisons. Faisons tout pour être fraternels dans tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous nous battons pour régler des petits problèmes que nous voyons, que nous considérons comme négatifs pour la paix en Côte d'Ivoire, que nous considérons négatifs pour l'unité en Côte d'Ivoire. Nous nous battrons tout le temps pour ça. Dans la liste électorale, l'inscription sur la liste électorale, qui est pour nous un élément qui peut porter préjudice à tout ce que nous sommes en train de construire pour 2025. Voilà. Vous avez une rencontre tout récemment avec le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Cubière. En même temps que le PPACI rencontre le président de la CEI, le parti mène des campagnes et meetings pour la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, une approche pas toujours comprise par certains observateurs de la scène politique. Mais s'ils le comprennent, il faut qu'ils comprennent.
C'est-à-dire, nous sommes nombreux dans ce pays, il y a des Ivoiriens qui sont libres. Ils sont libres de parler, libres de leur mouvement. C'est ce qu'on appelle un pays de droit. Donc, ce n'est pas parce que le dossier est en train d'être réglé ailleurs que les gens n'ont plus rien à dire. Pour l'instant, ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu, c'est tout à fait normal qu'ils s'inquiètent. C'est les inquiétudes qu'ils mettent sur la place publique. Mais là n'est pas le problème. Je dis, ce dossier est pour moi une cause nationale qu'il faut que les Ivoiriens gèrent avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de sagesse, pour que ce problème soit résolu une bonne fois pour toutes. Il n'est pas question qu'on nous fasse encore attendre ici ou là, qu'on nous fasse encore des hypothèses qui mettent des gens dans l'angoisse inutile. On n'a pas besoin. On a besoin d'aller à des élections présidentielles paisibles, cohésives, qui vont permettre que les Ivoiriens, au sortir de cette élection présidentielle de 2025, qui pour moi est un tournant. C'est un tournant pour la Côte d'Ivoire. Tous les grands acteurs sont là aujourd'hui. On va aller aux élections et que celui qui va gagner demain les élections 2025, qu'il soit dans la mouvance de la consolidation, de la réconciliation, de la paix. C'est pour cela qu'il faut qu'on prenne maintenant les dispositions pour régler tous les petits problèmes qui sont susceptibles de nous conduire, je ne dis pas dans le chaos, mais susceptibles de nous conduire dans des difficultés. Bien, comment garantir la transparence dans la mise à jour de la liste électorale ivoirienne? Garantir la transparence est simple, c'est-à-dire il faut que l'actuel CEI, pour le temps qu'elle est encore là, utilise les voies et moyens qui mettent les Ivoiriens en confiance. Or, pour l'instant, je ne crois pas que les pratiques de cette CEI nous mettent en confiance. Vous êtes pourtant représenté au sein de cette CEI. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si je suis représenté au sein de la CEI, c'est peut-être une personne. Ce n'est pas toute la CEI qui est représentée, que le PPACI représente, ou bien où le PPACI est représenté, c'est une seule personne. Le PPACI qui réclame un poste de vice-président. Oui, ça c'est entre autres. Entre autres. Parce que, en fait, vous faites bien de me sortir cela, parce que, je l'ai dit tantôt, parce que nous sommes un parti responsable. Un parti responsable est dans une organisation où les gens viennent et ils viennent d'abord avec l'étiquette de leur parti. Et selon l'importance du parti, il y a des considérations qu'il faut avoir pour son représentant ou pas. Tu arrives à la CEI. À la CEI, on me dit qu'il y avait au départ 3 postes de vice-président. Ces postes de vice-président sont occupés. Ensuite, le PDC arrive. On donne un poste de 4e vice-président au PDC RDA. Ensuite, ils ne sont pas partis en même temps. Ensuite, le PPACI arrive. Et le PPACI a un représentant à qui on devait donner logiquement le poste de 5e vice-président. Il n'a pas encore ce poste-là. Pourquoi dites-vous logiquement? Logiquement parce que ce parti qui a donné un représentant a un groupe parlementaire. Et quand on a un groupe parlementaire, c'est qu'on est important. On représente une grande partie de la population. Donc c'est peut-être un groupe parlementaire. J'ai dit entre parenthèses qu'il y a des vice-présidents qui n'ont pas de groupe parlementaire, mais qui sont là-bas. Donc c'est par rapport à ça que nous posons le problème par principe. Ce n'est pas parce que nous voulons avoir un poste de vice-président pour l'avoir, c'est par principe. Le principe est le suivant. On est représenté à un niveau bien précis parce qu'on est ceci ou on est cela. On y va parce que nous sommes des représentants d'une bonne frange de la population ivoirienne. 18 députés avec un groupe parlementaire. On est à l'Assemblée nationale. Nous sommes à la CEI. Tous les autres ont des vice-présidents, nous on n'en a pas. Donc par principe, moi je m'occupe de mon parti politique. J'ai dit, mais ça c'est pas normal. Et je me plains. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça soit réglé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que ce n'est pas normal. Certains partis de l'opposition aussi estiment que pendant que d'autres partis demandent une réforme profonde de la CEI, le PPACI demande qu'un poste de vice-président. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. C'est le principe d'abord. C'est-à-dire pour ce qui est. Pour ce qui est, nous pensons... Chacun mène donc son combat. Non, chacun ne mène pas son combat. Je raisonne sur les séquences. Au jour d'aujourd'hui, la CEI est encore là. Dans cette CEI qui est encore là, nous y avons représenté quelqu'un depuis plus d'1 an. Et son poste de vice-président n'est toujours pas donné. C'est ça que nous critiquons. Maintenant, pour la suite, je suis de ceux qui pensent qui disent qu'il faut que la CEI soit dissoute, que soit réformée en profondeur. C'est le sujet que nous abordons maintenant. La commission électorale indépendante, est-ce que vous estimez que la composition actuelle de la CEI reflète une pluralité d'opinions publiques et politiques? Non. Non. La CEI actuelle, ils ont bâti une CEI sur la base des représentations des partis politiques, mais même cette représentation des partis politiques ne reflète pas la réalité. Je vous ai dit tantôt qu'on aurait pu dire qu'à la CEI,
on n'envoie que des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale. On peut le dire, c'est un choix. Pour moi, c'est ça qui est représentatif. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les partis politiques viennent avec leurs représentants. Et là aussi, ce n'est pas les partis politiques en tant que tels qui donnent les représentants, mais parfois même, c'est le parti au pouvoir qui désigne des représentants qu'ils veulent avoir dans cette CEI. C'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Donc, la logique aurait voulu que ce soit des représentants désignés en bonne et due forme sur la base de représentativité à l'Assemblée nationale. Ça, au moins, c'est clair. Et puis, on peut se dire, j'ai des représentants à l'Assemblée nationale, j'y suis. Je n'ai pas de représentants, je n'y suis pas. Point. Et vous ça, c'est mathématique. Voilà. Vous parlez de dissolution de la CEI, cette même CEI qui a permis à certains cadres du PPACI d'être élus députés aux récentes élections législatives. Ce n'est pas parce qu'on a été élu, c'est pas parce que j'ai été élu ou pas élu que la CEI est bonne. Je dis le fonctionnement, la composition de la CEI, elle n'est pas bonne. Elle n'inspire plus confiance. Demandez aux Ivoiriens, mettez les enquêtes. Elle n'inspire pas confiance. Comme elle n'inspire pas confiance et comme sa composition ne nous sied pas, nous demandons qu'on la mette de côté, qu'on mette en place une CEI consensuelle. Je dis bien consensuelle. Les Ivoiriens vont s'asseoir, vous dire voilà ce que nous voulons comme CEI, voilà ce que nous voulons comme représentants. Pourquoi pas une CEI de la société civile sans les partis politiques? Pourquoi pas? Mais il est question que ce soit les partis politiques qui décident, que ce soit la CEI de la société civile ou la CEI des partis politiques, ou bien la mixité de ces CEI-là. Ça, c'est des gens politiques qui doivent décider. C'est pour ça que j'ai parlé d'une CEI consensuelle. On dira donc pour vous, cette CEI ne garantit pas des élections crédibles en 2025? Non. C'est ce que nous observons malheureusement. C'est ce que nous observons malheureusement. Vous savez, dans la liste électorale, dans la révision de la liste électorale, nous avons détecté beaucoup de cas de fraude, beaucoup de cas de fraude et d'irrégularité. Tout cela mis bout à bout nous fait croire, nous fait dire que la liste électorale qui va sortir ne sera pas une liste fiable. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous demandons l'audit de la liste électorale. Nous demandons l'audit de la liste électorale parce qu'on n'a pas confiance à ceux qui ont établi cette liste-là, on n'a pas confiance à ceux qui sont sur cette liste. Donc il faut qu'on regarde de très près et que les experts voient si cette liste-là peut être fiable ou peut au moins donner confiance aux Ivoiriens pour les élections. Voilà. Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles votre parti politique remet constamment en question l'intégrité de la CEI? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Expliquer, c'est que pour nous, la CEI ne travaille pas comme on aurait voulu qu'elle travaille. Qu'aurez-vous voulu alors? Ce que nous aurions voulu, c'est que la CEI soit indépendante et qu'elle ne soit pas, j'allais dire, sous la coupe du pouvoir. On l'a bien dit, une CEI, une condition... Qu'est-ce qui vous dit qu'elle est sous la coupe du pouvoir? La preuve en est que la rallonge que nous avons demandée au niveau des processus électoraux, au niveau de l'enrôlement, c'est le gouvernement qui a refusé. Mais que dit le code électoral ivoirien? Le code électoral ne dit pas que ça dure un mois. Le code électoral ne dit pas que ça dure 2 semaines. Le code électoral ne dit pas que ça dure 3 mois. Est-ce que ce n'est pas décidé en Conseil des ministres? Si c'est décidé en Conseil des ministres, on n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on critique. C'est-à-dire, la loi, l'ordonnance qui crée la CEI, en son article 6, dit bien que la liste électorale est publique et elle est permanente. Donc, à tout moment, on peut aller consulter la liste électorale. Mais cet article dit aussi que c'est la CEI qui est chargée de la mise à jour de la liste électorale. On ne parle pas du gouvernement. Donc, si le gouvernement ne veut pas qu'on prolonge la date de la révision de la liste électorale, la CEI peut se donner les moyens de le faire. C'est ça qu'on critique vis-à-vis de la CEI. Parce que là, qu'est-ce qui pouvait se passer? Au lieu d'aller demander au gouvernement à quelle date vous voulez, est-ce qu'on permet ou on ne permet pas, la CEI pouvait utiliser tout simplement la méthode simple que je propose. C'est-à-dire, selon eux, le gouvernement a fixé un délai. Ce délai a été dépassé. Mais que des gens sont encore en attente de s'inscrire sur la liste électorale. La CEI aurait pu ouvrir dans les différentes localités des centres permanents d'enrôlement. Que dirigeraient les agents de la CEI pour continuer à faire l'enrôlement? Ça, on n'a pas besoin de gouvernement pour ça. Mais est-ce que les partis politiques ont vraiment sensibilisé leurs militants pour aller s'inscrire sur la liste électorale? Les partis politiques ont mobilisé les militants pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas que le rôle de la CEI, il y a aussi les partis politiques. Non, la CEI, son rôle, c'est d'aller dire, par exemple, à l'administration que si les agents, les requérants viennent, il faut faciliter l'accès aux documents. C'est ce que la CEI aurait pu dire. Ça veut dire que la CEI aurait pu discuter avec le ministère de l'Intérieur, la CEI aurait pu discuter avec le ministère de la Justice pour que les extraits de naissance puissent sortir facilement, pour que les certificats de nationalité puissent sortir facilement. C'est ça qui est le rôle de la CEI. Donc la sensibilisation, là,
c'est la CENI qui doit faire ça. Les partis politiques, leur rôle, c'est de mobiliser leurs militants, leur dire que la révision arrive, mettez-vous en règle pour aller vous inscrire. Et c'est ce que nous avons fait. Et je vous dis, je le répète, si vous n'avez pas encore bien saisi, je répète que nous avons au bas mot 120 000 électeurs de notre camp qui n'ont pas pu s'inscrire. 120 000. Ça gagne les élections. 120 000 voix. Une voix est une voix en matière électorale. 120 000 voix, ça fait gagner les élections. Donc, cher ami, c'est pour ça que je plaide encore. Et c'est pour ça que je plaiderai tout le temps. Pour que ces Ivoiriens qui sont laissés pour compte aujourd'hui puissent s'inscrire sur la liste électorale si c'est leur désir de s'inscrire sur la liste pour aller voter. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut laisser ce genre d'approche? Parce qu'en cas de défaite, on pourrait dire que cela est dû à la révision de la liste électorale qui était en votre faveur. Mais bien sûr, c'est-à-dire si la liste électorale, si la révision n'est pas bien faite, la liste électorale ne sera pas bien faite et les élections seront bâclées. Si on bâcle la révision de la liste électorale, on bâcle la liste électorale définitive, on bâcle les élections, forcément. Tout est lié. C'est pour cela qu'il faut qu'aujourd'hui on se mette d'accord sur une liste électorale fiable où tous les Ivoiriens se retrouvent et que c'est avec cette liste-là qu'on ira aux élections. À ce moment-là, celui qui a gagné, celui qui a perdu, a perdu. Mais tant qu'il y aura des soupçons, on n'ira pas quelque part. Parlons maintenant de l'appel de Bonois, l'appel à l'unité lancé par le président Laurent Gbagbo il y a quelques mois. Quel est le message clé de cet appel pour l'opposition ivoirienne? Le message était simple. Bon, c'est vrai que vous autres journalistes, vous essayez de dévoyer tout cela, mais c'est votre rôle. Le message est simple. Le président Gbagbo a dit ceci le 14 juillet 2023. Non, pardon. 2024. Le 14 juillet 2024. 4-4. Il a dit ceci. Que tous ceux qui veulent que le pouvoir change de façon démocratique en 2025, je leur lance l'appel pour travailler à cela. C'est tout. C'est tout simple. C'est tout le projet. C'est tout le projet. Maintenant, ceux des Ivoiriens qui estiment véritablement que le pouvoir doit changer en 2025 viendront répondre à cet appel. Le projet pour la Côte d'Ivoire, c'est que le pouvoir change. Pour faire autre chose que ce pouvoir. Faire quoi? Oh, beaucoup de choses, cher ami. Faire beaucoup de choses. Qu'on n'a pas pu faire par le passé, par exemple. Oui, faire beaucoup de choses. Et redonner confiance à ce pays. Faire la paix dans ce pays. Fixer les bases solides de ce pays. Ça passe par beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui en paix ou réconciliée? Ah bon? Vous pensez que la Côte d'Ivoire est en paix et réconciliée? La Côte d'Ivoire grogne aujourd'hui. La Côte d'Ivoire étouffe aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les gens ne bougent pas que tout se passe bien, non. Bien au contraire, vous voyez vous-même. Dès qu'on se lève pour faire une revendication, on vous met en prison. La preuve palpable est que hier, des gens, les adhérents, les militants de Agir, ou bien Agip, sont allés manifester contre la vie chère. Ils n'avaient pas l'autorisation de manifester. Ils sont tous à prison. Non. Ils sont tous à prison. Pourquoi on peut interdire à un citoyen de manifester? Selon la nouvelle ordonnance sur les associations, il faudra envoyer une requête au ministère de l'Intérieur qui devra valider votre demande de manifestation. On est dans quel pays là? On est dans quel pays où pour que moi je puisse marcher, je vais quitter ma maison et aller au marché, je vais demander l'autorisation? Pourquoi? Un citoyen n'est pas content, il exprime son mécontentement. Le rôle du gouvernement, c'est de lui donner raison ou bien de régler le problème qui se pose. Alors si le gouvernement est là, qu'on ne peut plus réagir, qu'on ne peut plus contredire le gouvernement, qu'on ne peut pas dire que voilà notre mal, mais on va mourir dans nos maisons. Alors, revenons à l'appel de Bonois. Est-ce que vous pensez que cette initiative est suffisante pour rassembler tous les courants politiques de l'opposition ivoirienne, que ce soit de la gauche ou de la droite? Voilà. C'est pour ça que je vais ramener encore à l'objectif de cet appel. C'est si la gauche ivoirienne pense qu'on doit être ensemble, on doit se battre pour que ce gouvernement change en 2025, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Maintenant, celui qui ne veut pas que ça change, il restera chez lui. C'est tout simple. Moi, je simplifie les choses. Je ne rentre pas dans les grands débats. Si tant est qu'on est tous d'accord pour que ce gouvernement change en 2025, alors l'appel de Bonois est le bienvenu et que les Ivoiriens devaient s'y engouffrer. Maintenant, les gens disent que oui, avec cet appel-là, on va faire l'unité de l'opposition, on va faire l'unité de la gauche, ainsi de suite. Non, je ne suis pas encore à ce stade-là. Je ne suis pas encore à ce stade. Aujourd'hui, le rôle qu'on m'a confié, que le président de Gbagbo m'a confié, depuis qu'il a lancé cet appel, il m'a désigné comme l'interlocuteur unique des partis politiques et des groupements politiques et autres leaders d'opinion. C'est ce que je fais. Et je le fais de façon méthodique.
C'est-à-dire, je ne bouscule personne, je ne parle pas beaucoup de cette affaire, je le fais discrètement. Rencontrer des gens pour leur poser le problème et avoir leur assentiment. C'est ce que nous avons fait. Beaucoup ont dit, c'est une bonne chose. Maintenant, revenir vers eux pour dire que bon, voilà ce que nous avons dit, nous allons le construire maintenant de cette façon. Ça aussi, je suis en marche pour ça. C'est cette phase que j'ai abordée depuis un certain temps. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fini. Je fais le travail. Je fais le travail de façon méthodique, mais de façon discrète. Bien. On sait que c'est discret, c'est méthodique. À 11 mois de la présidentielle ivoirienne, quel bilan dressez-vous de l'appel de Bono après le lancement voilà, de cet appel-là? Mais je ne peux pas adresser le bilan. À mi-parcours? Non, je ne peux pas vous dire ça. Combien les partis ont répondu? Quels sont les partis? Non, c'est pas à l'exception du GPS Parti dissous qui a répondu à votre appel. Oui, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, là, c'est de faire le travail et rendre compte à celui qui m'a mandaté. Je n'ai pas encore rendu compte à celui qui m'a mandaté. Donc pourquoi vous voulez que je fasse le bilan? Mais qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, le fait que certains partis ne se précipitent pas à répondre à cet appel? Mais les partis ont répondu à l'appel. Pourquoi vous voulez dire ça? Je vous dis que je ne peux pas. On a entendu que GPS fait une déclaration. Oui. Pour répondre à cet appel. Non, mais le FPI n'a encore rien dit. Cogep de Charles Blé Goudé n'a rien dit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que c'est à moi qu'il parle. Ce n'est pas la population qu'on parle. C'est à moi qu'il parle et c'est moi qui rends compte. Je n'ai pas encore rendu compte. Et ce qu'ils m'ont dit, je ne vous ai pas encore dévoilé ce qu'ils m'ont dit. Donc pourquoi vous voulez faire ce bilan à ma place? Non. C'est moi qui dois faire le bilan. C'est moi qui les ai rencontrés. C'est moi qui sais ce qu'ils m'ont dit. Et c'est sur cette base-là qu'à un moment donné, je vais m'asseoir pour dire voilà ce que j'ai entendu, voilà. Après avoir rendu compte à mon mandat. Et certains partis politiques de l'opposition décriaient votre méthode, qu'il n'y avait pas de contenu. Bon, c'est chacun a sa méthode. Vous savez, moi je suis enseignant. Donc quand je dis votre méthode, c'est le PPACI et non vous personnellement. Ah d'accord. Donc non, mais quand on dit PPACI, je suis le président exécutif, donc c'est moi qui suis responsable. Non, je vais dire que notre méthode, en tant qu'enseignant, c'est une méthode pédagogique. Voilà. Dans la pédagogie, vous savez, quand on va en classe, là, ce n'est pas tout qu'on donne aux élèves. On décide de donner telle ou telle notion pour qu'on puisse se retenir, l'élève puisse se retenir. C'est comme ça que je travaille. Donc, qui me laisse travailler, et le moment venu, je ferai le point lorsque j'aurai rendu compte à mon mandat. Bien. Quelles sont aujourd'hui les principales divergences qui freinent l'unité de l'opposition politique ivoirienne? Est-ce qu'il y a des divergences? On voit d'un côté des groupements, disons des partis politiques autour de MGC de Simone et Yves Gbagbo. Et puis par moment on voit d'autres du côté du PPACI. Voilà, il y aurait des divergences au sein de l'opposition qui a du mal à s'unir à aller à cette présidentielle ivoirienne. Ça dit que vous êtes journaliste, vous avez l'art de déformer un peu les choses. Revenons sur terre. Je dis, et je suis précis, beaucoup d'Ivoiriens ont créé des partis politiques. C'est leur droit. Quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir et gérer le pouvoir d'État. C'est pour ça qu'on crée un parti politique. Sinon, on ne crée pas un parti politique juste pour aller faire bien. Non. Donc, tous ceux qui ont créé les partis politiques, pourquoi vous voulez qu'ils soient d'accord avec nous au départ? S'ils ont créé les partis politiques, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. C'est parce qu'ils veulent apporter un élément nouveau par rapport à ce que nous avons et par rapport à ce que nous sommes. Mais pour vous aider aussi à accéder au pouvoir, pourquoi pas? Oui, ça dépend. On sait tous en Côte d'Ivoire que généralement les partis arrivent par coalition ou alliance. Je me dis, celui qui a créé son parti, c'est pour accéder au pouvoir. Donc, tout le monde peut aller aux élections présidentielles. Et puis, bon, on peut être 1000 aux élections présidentielles. Les Ivoiriens choisiront. Et comme nos élections sont à 2 tours, notre élection présidentielle est à 2 tours, au deuxième tour, ceux qui sont avec nous ou qui veulent être avec nous viendront avec nous. On mènera des négociations pour qu'ils viennent avec nous et à ce moment-là, nous aiderons peut-être à gagner. Est-ce que c'est le cas avec l'appel de Bono, aller à ces élections en rang dispersé ou avoir un candidat unique? Là aussi, vous faites bien de le dire. L'appel de Bono ne dit pas qu'il faut que tous les partis politiques viennent pour qu'on puisse les embrigader. Jamais. L'appel de Bono dit, venez, on va aller travailler pour que les élections de demain se passent très bien et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent partir et que d'autres puissent prendre leur place pour gérer le pays comme nous on le souhaite. Une gestion moderne, une gestion démocratique, une gestion, j'allais dire, fraternelle dans tous les sens du terme. Parce que notre pays vient de très loin. Donc il faut qu'il y ait aujourd'hui des gens à la tête de ce pays qui puissent penser aux Ivoiriens, qui puissent penser au social. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on ne va pas, dans cet appel-là, dire venez pour soutenir tel ou un tel. Vous venez dans l'appel, chacun fera son travail.
Et le moment venu, chacun sera candidat. Et s'il est le plus fort, il gagnera peut-être au premier tour ou au deuxième tour. Mais à un moment donné, on se mettra peut-être ensemble si tel est le cas. Mais pour l'instant, là, il n'est pas question de dire que nous venons pour qu'on aille faire l'apologie d'un tel ou un tel. Merci, professeur Dano Didier. Nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire chez téléspectateurs. On revient juste dans quelques instants pour la suite de cet entretien exclusif avec le président exécutif du PPACI, la pub. De retour de la pub à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Dans ce numéro, nous recevons professeur Sébastien Dano Didier, président exécutif du PPACI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Professeur, nous parlions avant la pub de l'appel de Benoît. Et tout récemment, vous avez eu une rencontre avec le FPI et le FPI souhaiterait qu'il y ait une rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous êtes pour cette approche du FPI? Bon, ce sujet ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que je vous ai parlé de ma méthode de travail. J'ai eu une rencontre avec les représentants du FPI. C'était une rencontre, j'allais dire aussi discrète, qui devait rester dans la discrétion. Mais qui est sortie sur les réseaux sociaux, dans la presse. Ça, c'est peut-être leur affaire, leur cuisine intérieure. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Bien. Voilà ce que je peux dire. Alors, comment le PPACI prévoit surmonter les divisions internes au sein de l'opposition politique? Je ne sais pas ce que vous appelez division interne au sein de l'opposition politique. Est-ce que vous appelez division le fait que les anciens militants du FPI de l'époque aient créé chacun de son parti politique? Est-ce que c'est de ça que vous parlez? Mais est-ce que vous parlez de division? Si on veut parler de division, c'est parce qu'on était d'abord ensemble en tant que parti politique, hein, chacun dans son côté. Et puis on s'est retrouvé à un moment donné dans une espèce de dissension. Or, ce qui n'est pas encore le cas. Je vous dis, ce que vous avez opposition, appelons-la l'opposition de gauche. Je n'ai pas encore vu le PPACI de gauche, le PIT de gauche, MFA de gauche, aujourd'hui FPI de gauche, MGC de gauche, c'est USD de gauche. Enfin, il y a un certain nombre de partis comme ça. Si on les avait vus ensemble à un moment donné, et qu'on faisait chemin faisant, vous sentiez que des gens, il y avait dislocation, j'aurais compris. Mais aujourd'hui, chacun est dans son camp. Et vous parlez de ce problème de non-unité. Chacun est dans son camp pour le moment. Et chacun se prépare à aller à l'élection présidentielle. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est ça qui me gêne un peu. Est-ce que vous pensez qu'une candidature unique de l'opposition réaliste en 2025 avec un candidat comme Tidiane Thiam pour conduire l'opposition politique ivoirienne, est-ce que le PPACI serait prêt? C'est-à-dire, vous les journalistes, je vous prie, ne vous laissez pas influencer par ce que les Occidentaux disent de nous. Ils nous infantilisent. Je suis de la formation française, vous aussi d'ailleurs. En France, là, quand il y a les élections présidentielles, il y a une pléthore de candidatures. Pourquoi il y a beaucoup de candidats pour l'élection présidentielle en France et que les Occidentaux ne veulent pas que chez nous il y ait pléthore de candidatures à l'élection présidentielle? C'est à nous qu'on dit toujours oui, il faut que l'opposition soit unie pour gagner les élections. Pourquoi? Pour avoir plus de chance. Mais pourquoi avoir plus de chance? On l'a vu en 2010 avec la coalition RHDP, conduite par le PDCI RDA, le RDR, l'UDPCI, l'MFA et bien d'autres partis politiques. Non, si les élections sont organisées de façon, j'allais dire, crédible, fiable, inclusive, transparente, il n'y a pas de raison que n'importe qui ne puisse pas gagner les élections, même s'il n'est pas dans une coalition. C'est ça l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un homme qu'on vote. C'est un homme qu'on vote, un homme qui a des idées qu'on vote. Ça tourne autour d'un individu, l'élection présidentielle. L'élection législative, ça devient des partis politiques, comme vous l'avez dit, ça c'est possible. Donc laissez les Ivoiriens aller à ces élections-là. Et ne pas leur dire que oui, il faut que vous soyez unis, quand vous avez un candidat unique, c'est à ce moment-là que vous avez plus de chance. Pourquoi? C'est parce que les élections sont mal organisées que les gens ont peur qu'on aille aux élections de façon séparée. C'est-à-dire, ils pensent que comme c'est mal organisé et que le parti au pouvoir va tricher, si l'opposition est ensemble, ils ont plus de chances de gagner le pouvoir, de lutter contre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, il faut dépasser cela. Je suis pour la démocratie. Organisons les élections de façon démocratique, fiable,
paisible, inclusive. Et chacun gagnera. Chacun gagnera. Les Ivoiriens, ils auront un programme. Chaque candidat aura son programme. Si les Ivoiriens adhèrent au programme du pouvoir sortant, si les Ivoiriens adhèrent au programme d'un opposant, c'est à eux de choisir. On fera le choix et chacun gagnera les élections. Bien. Mais l'histoire de allez-y, il faut avoir un candidat unique, moi ça me révolte un peu, quoi. Cela nous mène maintenant à un sujet majeur, la présidentielle ivoirienne de 2025. Quelle est la vision du PPACI pour la Côte d'Ivoire en 2025? On entend très souvent, il faut dégager le RHDP du pouvoir, faire dégager le RHDP, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce qu'on propose concrètement, premièrement, on propose que la crise grave que nous avons connue soit désormais derrière nous, en traitant cette crise-là de façon conséquente, avec sagesse, avec une volonté affichée. Cela voudra dire que ceux qui ont subi les préjudices de cette crise que nous avons vécue là ont droit à la vérité et ont droit à la réparation. Ils ont droit à la vérité, ils ont droit à la réparation. Il faut qu'une politique véritable soit mise en place pour que les Ivoiriens sentent qu'on s'occupe d'eux. C'est d'abord ça. Donc c'est pour construire nos sociétés. Pour que nos sociétés reviennent comme avant. Aujourd'hui, on se regarde à chien de faïence. On en l'air de dire oui, comme tout va bien, on construit des ponts, tout se passe bien. Non, tout ne se passait pas bien. Et je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous connaissez le nombre de prisonniers politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Donc tout ça, il faut éviter. Il faut que les Ivoiriens se sentent à l'aise dans leur pays. C'est ça d'abord qu'il faut faire dans un premier temps. Il faut en faire cela. Est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils ne se sentent pas à l'aise aussi? Mais j'en suis un. J'en fais partie. J'en fais partie, je ne me sens pas à l'aise. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je suis en cravate. C'est possible, hein? Comme je suis en cravate, je suis devant vous, vous pouvez le faire. Moi, je fais partie de ceux qui ne se sentent pas bien. Parce que je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. De peur qu'on me mette en prison. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Je ne peux pas manger ce que j'ai envie de manger parce que la vie est devenue chère, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que l'école est difficilement accessible aujourd'hui. Les Ivoiriens ne peuvent pas aller à l'hôpital. C'est difficile. La Croix, la bannière pour aller à l'hôpital. Tantôt, on invente des CEMU pour qu'on aille à l'hôpital et se faire soigner gratuitement. Lesquels CEMU ne marchent pas comme les gens le souhaitaient, comme nous on le souhaitait. Donc c'est tout ça mis bout à bout qui fait que les Ivoiriens étouffent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens... Or, ils murmurent, mais vous n'entendez pas leur murmure. Mais est-ce que le projet de la renaissance de Laurent Gbagbo répondrait à toutes ces questions? Mais bien sûr, cher ami. Lorsqu'on a été là, pour le petit temps qu'on a passé, avant d'être... jusqu'en 2010 Non, pas jusqu'en 2010. Avant d'être mis dans l'engrenage de la révolution, de la rébellion, qui nous a fait perdre du temps, le temps qu'on a passé là, il y a eu des choses qui ont été faites. Vous savez que les producteurs agricoles en Côte d'Ivoire ont été fiers d'être producteurs à un moment donné. Avec le coût du kilogramme du cacao qui était en deçà de celui qui était fixé cette année. Moi, je le sais. J'ai été un peu ministre de l'Agriculture pendant 11 mois, donc je le sais. C'est eux qui ont lutté pour que le siège du cacao soit transféré à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai conduit avec les producteurs de cacao. Donc ils étaient fiers d'être des producteurs de café cacao en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Laurent Gbagbo. C'était une fierté. Des enseignants se sentaient à l'aise, ils avaient des revendications. Le salaire des enseignants qui a aussi augmenté. À double vitesse, qu'on a ramené à une seule vitesse. Et ils étaient heureux, les enseignants, les magistrats. Mais des personnes, des structures, des organisations étaient à l'aise dans ce pays. Et puis, la presse en Côte d'Ivoire, la presse a été dépénalisée. Aucun journaliste n'a été mis en prison. Même si quelqu'un d'entre eux a dit un jour, oui, moi j'ai été mis en prison, mais ce n'était pas pour le même sujet. Donc c'est de tout cela que nous voulons parler. Nous voulons ramener ce pays sur la terre, le pays qui connaît les problèmes, les dirigeants qui connaissent les problèmes des administrés. C'est ça qu'il s'agit. On va donc parler de la santé, on parlera de l'école, c'est-à-dire l'éducation en gros. On parle de logement. Aujourd'hui, les petits Ivoiriens ne peuvent pas se loger, hein, cher ami. Quand on a fini de raser les quartiers précaires, où se retrouvent les pères de famille, ils sont aujourd'hui soit dans les villages. Il y a des sites à Yopougon et à Niama pour recevoir certaines familles. Le Premier ministre a tenu une cérémonie la semaine dernière. Ça fait plus d'un an qu'on rase 3000 familles seront logées à Niama. Ils seront logés, mais ils ne sont pas encore logés.
Ils seront logés, mais ils ne sont pas encore logés. Ça n'a pas encore commencé. Donc, ces familles-là sont où? Vous avez, on parlera de beaucoup de choses, de la culture, mais de tout un pays a besoin pour s'émanciper, pour s'épanouir. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le programme de la Renaissance est un programme ambitieux. Et je vous dis, le président Gbagbo dit que quand il reviendra au pouvoir, il va exercer un seul mandat. C'est la parole qu'il donnera. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi un seul? Un seul mandat. On a beaucoup entendu dans ce pays. Oui. Un seul mandat. Je veux un seul Il y a mandat. des gens qui ont fait des promesses, qui aujourd'hui un mandat, on en fait 1, 2, 3, voire 4 en cours. Il dit, lui, il fera un seul mandat. Pour serrer les boulons qu'il n'a pas pu serrer avant qu'on le... Quels sont ces boulons? Ils vont serrer les boulons. Les boulons, c'est dans l'éducation, c'est dans la justice, c'est dans le développement durable, c'est dans la santé, c'est dans tous les domaines. Domaine militaire, domaine culturel, domaine social. C'est dans tout cela. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire à environ 10 ans qu'on fera en 5 ans? Non, 5 ans, ça dit serrer les boulons, ça veut dire quoi? Serrer les boulons, c'est de tracer les bases. C'est-à-dire, une fois que les bases seront consolidées... Des bases qu'on aurait pu consolider par le passé. Qu'on a essayé de consolider par le passé, mais qui s'est retrouvé en porte-à-faux avec la rébellion qu'on a connue, qui a mis tout cela sans dessous, et qu'il faut reprendre. Donc, une fois les bases seront consolidées, les murs vont monter tranquillement et l'immeuble sera construit. Tant que la base n'est pas solide, tant que la fondation n'est pas solide, c'est difficile. C'est ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. On va consolidifier la base, la fondation, et on va construire un pays où il fait bon vivre. Bien. Le président Laurent Gbagbo a été désigné le 10 mai dernier candidat du PPACI à la prochaine présidentielle ivoirienne. Il a été investi également. Alassane Ouattara, lui, n'a encore rien dit sur sa candidature, mais les militants du RHDP demandent sa candidature. Vous ne trouvez pas que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont beaucoup fait sur la scène politique et qu'il est temps pour eux de se retirer maintenant? Ah, c'est comme ça que vous posez le problème? Beaucoup d'Ivoiriens le souhaitent. Non. C'est vous qui le souhaitez, ou c'est vous les journalistes qui le souhaitez. C'est peut-être, voilà, c'est pas tous les Ivoiriens qui le souhaitent. Les Ivoiriens souhaitent qu'ils aient à leur tête un président qui puisse les écouter, un président qui puisse comprendre leurs problèmes, un président qui puisse régler leurs problèmes. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils se sont attachés après au président Laurent Gbagbo. Parce que lui, au moins, il les écoutait. Lui, au moins, il réglait leurs problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit la gouvernance d'aujourd'hui, hein, c'est la nuit et le jour, cher ami. Quand tu fais des revendications, on te met en prison. Ça veut dire qu'on ne veut pas t'écouter. Ça veut dire qu'on ne veut pas régler ton problème. Quand tu poses tel ou tel problème, on dit non, non, regarde, le pays est très bien, on voit des ponts, on voit des routes, on voit des carrefours, des ronds-points. C'est comme ça, c'est comme on nous répond. Ça veut dire qu'on ne veut pas écouter ton problème. Quand on dit que le cacao ne se vend pas bien, on dit non, non, ça se fait au bon sang, ça c'est rien, mais à l'international, on est bien, il n'y a pas de problème. Le prix a quand même évolué de 2010 à maintenant. 2010 à maintenant, même si ça a évolué. Mais le Gbagbo, c'était que 2 années de pouvoir, c'est-à-dire en 2 ans, il a fait tout ce dont je viens de parler. Le prix du cacao qui a augmenté à 2 ans. Je vous ai dit que j'ai été ministre de l'Agriculture en 2002. 2010, c'était 2 années qu'il était au pouvoir. C'est en 2002 qu'on a fait tout ce qu'on a fait là et que le paysan était 200 francs en 2002, c'est ça? Non. Le cacao coûtait près de 1000 francs le kilo. 1000 francs le kilogramme. 1000 francs le kilo en 2002. En 2002. 2023, nous sommes à 1800. 2024, pardon. Nous sommes à 1800 francs CFA. Mais à 1800%. Il y a de l'évolution quand même. Non, 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 c'est ça. C'est-à-dire, ce que ça coûte aujourd'hui, c'est au prix international. Quel est le coût international? Est-ce que vous pouvez dire le coût international pour que le coût soit aujourd'hui 1800? C'est quand le coût international monte que cela monte. Du temps de Gbagbo, il a dit, dès qu'au niveau international, c'est vendu à X francs, moi, je vous donne le coût à X divisé par 2. C'est-à-dire 50%. Donc, si le coût international est de 5 000 francs aujourd'hui, on devait avoir 2 500 francs le kilo en Côte d'Ivoire. Bien, on revient à notre sujet. Voilà, donc, pour vous, hein, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo doivent poursuivre, hein, se présenter. Si Ouattara veut poursuivre, il veut poursuivre. Moi, mon souhait ici, je suis venu sur ce plateau pour dire que le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI, est mon candidat, est le candidat de bon nombre d'Ivoiriens qui croient encore à lui. C'est ça que je suis venu dire. Maintenant, vous me dites que Ouattara veut être candidat, c'est son droit. Je sais que de son côté, là, la Constitution n'est plus respectée. Hein. Donc, s'il veut être candidat, il est candidat quand il veut.
et comme il veut. Mais moi, je parle de mon candidat. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo n'a pas préparé sa succession? Mais qu'est-ce que vous appelez préparer sa succession? Et si jamais il n'est pas sur la liste, ajouté sur la liste électorale, on se demande qui pourrait représenter le PPACI à cette présidentielle ivoirienne. Mais c'est-à-dire que chez nous, aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, pour les 2025, là, ce débat n'a même pas lieu. C'est quand vous pouvez la question de savoir... Parce qu'on parle de succession mal préparée au sein du PPACI. Quand vous parlez de ce pouvoir, pour dire que est-ce que quelqu'un d'autre pourrait pas être à sa place, c'est quand vous voulez me parler de ce que les gens disent tout le temps, des plans B. C'est ça que vous pouvez parler, de façon beaucoup plus subtile. Non. Au PPACI, il n'y a pas de plan B. Le plan A, B jusqu'à Z s'appelle Laurent Gbagbo. Et s'il n'est pas candidat? Il sera candidat. Le parti n'ira donc pas à ces élections? Il sera candidat, cher ami. Il ne faut même pas prévoir cette hypothèse-là. Il sera candidat. Enfin, tout est là pour qu'il soit candidat. Candidat, pourtant absent sur la liste électorale? Mais ce n'est pas ça le problème. On peut être absent sur la liste électorale et être candidat. Bien. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à des primaires ouvertes pour désigner un candidat de l'opposition ivoirienne? Je ne me réfléchis même pas à ça. Ça n'a pas de... Et si ces candidats seraient du PPACI pour représenter toute l'opposition à la présidentielle? Et ça ne me préoccupe pas au jour d'aujourd'hui. Ce qui me préoccupe, c'est la révision de la liste électorale. Ce qui me préoccupe, c'est la préparation des élections par la CEI. Ce qui me préoccupe, c'est l'organisation des élections crédibles, fiables, inclusives et transparentes en 2025. Ça qui me préoccupe. Le reste là, pour moi, ça c'est des détails. Ça c'est des détails. Et comment vous évaluez aujourd'hui les chances et les forces du PPACI de gagner la prochaine présidentielle ivoirienne avec Laurent Gbagbo? Oh, les chances sont énormes. Les chances sont énormes parce que voilà un monsieur qui a toujours été à l'écoute de la population. Voilà un monsieur qui a montré toute sa générosité envers sa population. Voilà un monsieur à qui on a fait subir les pires tracasseries qui puissent exister sur la terre et qui est toujours là. De Korogo à La Haye, il est revenu. 10 années d'absence sur son territoire, il est revenu. Il se remet de la politique. Les Ivoiriens ont soif de voir Laurent Gbagbo, président de la République, pour régler les problèmes. Donc, il a toutes ses chances. Bien. Parlons maintenant d'un problème qui touche tous les Ivoiriens, selon, bien sûr, certains partis de l'opposition, notamment le PPACI, la cherté de la vie. Comment expliquez-vous la hausse actuelle des prix des produits de première nécessité en Côte d'Ivoire? Ah, c'est à vous que je vais poser la question. Moi, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas parce que on dit que nous avons un pays où tout va bien. Et de ce côté-là, les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Je ne comprends pas. Donc je me pose aussi la question. Comment on peut être dans un pays à une croissance économique d'environ 7%, pour ne pas dire à 2 chiffres, et puis être dans la misère? Parce que tout augmente. On ne contrôle plus rien. C'est le coût de l'électricité qui augmente. C'est le coût de l'essence qui augmente. Et quand ces deux coûts-là augmentent, ça a une répercussion automatique sur le panier de la ménagère. C'est tout. C'est-à-dire, je suis producteur, je suis transporteur. J'ai mon véhicule, je prends mon carburant, ça coûtait 50 francs hier. Aujourd'hui, ça coûte 60 francs ou bien 100 francs. Évidemment, le prix que je paye à la pompe, je dois répercuter ça sur mes passagers. Et quand je répercute sur les passagers, c'est les passagers qui viennent avec des produits agricoles qu'ils veulent mettre sur le marché. Et aussi, augmentent les produits, le coût des produits. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est à la chaîne que ça va. Donc c'est parce qu'on a une mauvaise politique économique que le coût de la vie est cher à Côte d'Ivoire. Il y a aussi la responsabilité de la population. Économique. Non, non, c'est parce qu'on a une avec mauvaise des commerçants politique économique. Non, 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 non. Je ne vois pas de commerçants véreux. Un sac de riz dans une boutique X qui est différent nous avons une politique économique, dans une autre boutique. Une politique économique mauvaise, que le coût de la vie est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors que faut-il faire donc? Que proposez-vous? Ce que je propose, c'est que dans l'échelle économique, là, les domaines qui sont les domaines, j'allais dire, plus élargis, qui impactent tout le monde, quand on prend les décisions, il faut faire beaucoup attention. On ne peut pas augmenter le coût de l'électricité et dire à la pauvre ménagère de ne pas faire, aux pauvres produits vivriers de ne pas vendre cher son produit. Tout est lié. Donc il faut poser des actes à ce niveau-là.
Il faut réduire le coût de l'électricité, il faut réduire le coût du carburant. Même si par ailleurs l'État devait faire des économies dans son budget, l'État a d'autres niveaux pour faire des économies. Regardez un peu. Nous voyons la construction de ponts, pas de ponts, de péages un peu partout. Péage ici à Marcory, péage à Yopougon, péage sur la route de l'autoroute Ndotré, je crois, ou bien à Tendié, péage chez moi, comme je vais faire ma route, péage à Tiasalé, péage à Lakota. Comment vous allez expliquer demain que les producteurs ne puissent pas, les transporteurs ne puissent pas augmenter le coût des transports? Comment vous pouvez expliquer ça? C'est tout à fait normal. Et lui, augmentant le coût du transport, évidemment, les femmes qui vendent le vivrier, pour transporter leurs produits pour les vendre en ville, seront obligées d'augmenter, parce qu'elles paient cher, elles sont obligées d'augmenter le prix des produits. Mais ces péages, par exemple, permettent d'entretenir ces voies? Non. Les péages, là, je trouve que c'est inutile. Comment dans Abidjan, je vais payer un péage pour quitter Cocody et venir à Marcory? C'est inutile. C'est inutile. C'est contre-productif. Comment vous partez à Yopougon, je vais payer un péage? C'est inutile, c'est contre-productif. Et c'est ça qui n'est pas bon. Mais maintenant, je ne vais pas de l'intérieur d'Abidjan, mais je parle de l'intérieur du pays. Tiasalé, Lakota, Yamoussoukro, des péages partout. À Bassam. Donc ça veut dire qu'on augmente de façon volontaire le coût de la vie. Et c'est ça qui est à la base de tout ce que nous voyons. Donc les Ivoiriens ne peuvent plus se loger. Les petits gens qui travaillaient dans nos maisons, qui venaient dormir à la maison, enfin qui dorment chez eux, qui viennent le matin, ne peuvent plus dormir chez eux. Parce que le coût de transport, le coût de son loyer, ça ne lui permet pas de vivre. Donc c'est toute une chaîne, c'est toute la population qui est gangrénée. C'est toute la population qui souffre. Il faut que les gens le comprennent. Pour que les gens le comprennent. Et que répondez-vous aux accusations selon lesquelles l'opposition politique ivoirienne politise la cherté de la vie? Mais il faut politiser. Pourquoi ne pas politiser? Il faut politiser pour que ça change. Tant que c'est le pauvre paysan qui se bat seul dans son coin et qui veut changer les choses, que ça ne marche pas, qui n'est pas soutenu, il faut que les partis politiques les soutiennent. Et c'est en cela que nous soutenons ceux qui luttent contre la cherté de la vie. Nous, politiques, en tout cas moi, politique, je les soutiens. C'est en cela que je soutiens tous ceux qui se plaignent de ce que les médicaments sont chers, l'accès à la santé est difficile en Côte d'Ivoire. Je les soutiens. C'est le rôle d'un homme politique de soutenir ceux qui se plaignent, de soutenir la population. Sinon, il n'a plus de rôle. Bien. Alors, avant de terminer cet entretien, avant nos différentes rubriques, nous allons maintenant parler brièvement de la vision globale du PPACI pour la Côte d'Ivoire. Quelles sont les priorités immédiates du parti pour l'année en cours 2024? Pour l'année en cours 2024, il y a d'abord la consolidation de notre parti. D'abord. C'est ce qu'il nous faut parce que nous voulons avoir ce parti incontournable de la consolidation de notre parti dans tous les compartiments. C'est-à-dire au niveau de l'implantation, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la formation politique. Ça, nous voulons faire d'abord pour notre parti. Une fois c'est fait, nous sommes en année électorale. Le PPACI veut se donner les moyens pour gagner les élections présidentielles et les autres élections. L'élection présidentielle et les autres élections. Le PPACI veut se donner les moyens. Et nous sommes en route pour cela. C'est pour cela que nous nous battons. Et je reviens là-dessus. Concernant la révision de la liste électorale, par le premier palier de cette démarche, c'est le premier palier. Si le palier est raté, ben écoute, c'est tout l'édifice qui va dégringoler. Donc c'est pour ça que nous battons. Donc le PPACI est en mouvement pour la Côte d'Ivoire, pour avoir une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire où le citoyen a le droit de faire ce qu'il a envie de faire, dans le respect de la loi, lesquelles lois doivent se prendre en tenant compte de l'environnement social, en tenant compte de ce que nous sommes. Et ne pas prendre des lois, j'allais dire, autocratiques qui musellent tous les Ivoiriens pour ne pas qu'ils aient quelque chose à dire sur ce qui ne va pas. Bien, comment comptez-vous renforcer votre base militante? Parce que hier, au siège du RHDP, des militants de plusieurs partis de l'opposition, notamment le PPACI dans le Haut-Sassandra, ont adhéré au parti présidentiel. Oui, ça me fait rire, cher ami. Permettez-moi de rire parce que c'est ridicule, c'est même enfantin que de vouloir prendre des personnes, des militants des autres partis et aller les présenter à un autre parti. C'est ridicule. Vous saviez combien ils sont? On m'a dit qu'ils sont 130.
137. 137. C'est pour 137. De différents partis politiques. D'accord. C'est pour 137 personnes qu'on va faire tout ce tapage. J'ai fait un petit calcul. 137 leaders, on m'a dit. C'est pas, peu importe. 137 leaders, peu importe. Je vais faire un petit calcul. Allez-y. 137 divisé par 5 partis politiques à peu près. Ça fait une vingtaine de personnes. C'est pour 20 personnes par parti là qu'on fait tout ce tapage. Mais je dis entre nous, un citoyen est un citoyen. Le citoyen que nous voulons là, nous voulons qu'il soit libre de ses mouvements, qu'il soit libre de sa parole, de ses expressions, qu'il soit libre dans tous les domaines. Et ce citoyen a le droit d'aller où il veut. On lui accorde le droit d'aller et de venir. Donc, des partis politiques, c'est comme des vases communicants. Ça quitte ici, ça se balance, ça vient, ça se balance. Aujourd'hui, des militants des partis de l'opposition, comme vous le dites, sont partis au RHDP, mais on ne dit pas combien de RHDP qui viennent dans les partis d'opposition. On ne dit pas ça. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ah, tant mieux pour eux s'il n'y en a pas. Bien. Mais pour ce qui me concerne, puisqu'on a cité le PPACI, nous sommes une organisation bien structurée. Chez nous, quand tu es militant, tu appartiens à un comité de base. Si tu es dans le comité de base, tu as ta carte de militant. Et si tu as ta carte de militant, tu cotises régulièrement quand le parti demande. Et tu participes régulièrement aux réunions. Comme dans la liste des 20 militants, quand je fais le ratio, ça va être 20 militants, des 20 militants de PPACI qui ont leur carte de militants, qui sont des responsables des structures dans notre parti et qui sont allés au RHDP. Bien. Et chez nous, attendez, comme ça se passe aussi, chez nous, pour partir là, et pour dire qu'on a quitté le parti, on dépose une lettre de démission. Je n'ai pas encore attendu qu'un responsable du PPACI du Haut-Sassandra, parce que c'est de ça qu'il s'agit, du Haut-Sassandra serait parti, on aurait déposé sa lettre de démission pour partir au RHDP. Donc tout ce que les gens disent là, c'est du tapage inutile et c'est pour ça que je dis c'est ridicule. Bien. Dernière question avant la rubrique Le carton rouge, professeur Danon Dédié. Quels sont selon vous les enjeux géopolitiques majeurs pour la Côte d'Ivoire à présent? Pour la Côte d'Ivoire, la géopolitique, je veux dire africaine, est que nous sommes panafricanistes. Donc mon souhait est que notre politique s'insère dans ce sens-là. Or, malheureusement, l'impression que nous avons, c'est que nos gouvernants sont là en train d'ostraciser certains pays. Parce que ces pays-là ne sont pas en odeur de sainteté avec eux. Ça me gêne. Ça me gêne parce que nous sommes tous des Africains. Et si nous voulons que notre Afrique soit respectée, nous avons un minimum de comportement à avoir vis-à-vis des uns et des autres. Nous devons construire l'unité africaine. On peut y avoir des contradictions, c'est possible. Parce qu'on est des humains, il y a toujours des contradictions. Mais le plus important, l'objectif final, c'est de faire en sorte que notre Afrique soit une Afrique reconnue, une Afrique respectée ailleurs. Bien. Nous allons maintenant faire place à une rubrique qu'on appelle le carton rouge. Dans cette rubrique, notre invité fera un coup de gueule ou des coups de gueule sur des sujets liés à l'actualité ou des sujets qui lui tiennent à cœur. Carton rouge. Voilà, professeur Danon Dédié fera son carton ou ses cartons rouges. C'est parti. Carton rouge, pour ce qui me concerne, c'est cette propension du pouvoir à vouloir museler à tout prix son opposition par des arrestations, pour un oui ou pour un non, par des emprisonnements, par des exils forcés. Le fait que le pouvoir soit allergique à toute contradiction n'est pas bonne pour une démocratie, n'est pas bonne pour notre pays. Nous sommes un pays de fraternité, un pays d'amitié, un pays hospitalier. C'est ce qu'on nous a appris. Donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire évolue dans ce sens-là, que d'avoir affaire à des gens qui, pour un oui, pour un non, arrêtent à tout vent. Merci, professeur. C'est le seul carton rouge, c'est ça? Ou vous avez d'autres encore? Bon, le carton rouge aussi, c'est... J'allais dire pour la CEI. La CEI est une organisation qui a été mise sur pied pour traiter les problèmes électoraux de façon consensuelle,
de façon équitable, de façon paisible. Or, ce que nous voyons aujourd'hui ne nous donne pas suffisamment confiance. Et nous avons peur que par la faute de la CEI, notre pays retombe dans les travers. Parce que de la CEI dépend la paix ou la guerre en 2025. Je répète, de la CEI dépend la paix ou la guerre. Si les élections sont bien organisées, nous irons en paix. Si les élections sont mal organisées, nous serons encore en conflit. Et je ne souhaite pas du tout que la Côte d'Ivoire retombe dans les conflits, que la Côte d'Ivoire retombe dans la guerre. Bien, nous allons maintenant faire place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour, rubrique dans laquelle le professeur Dano Djedje commentera un chiffre en rapport avec l'actualité. Le chiffre du jour. Monsieur le président exécutif du PPACI, le chiffre du jour, c'est 6. On va dire électoral. 6. 6. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié aux élections. C'est lié aux élections. On va dire révision de la liste électorale. On a commencé le 19, c'est pas le 6. Bien, on verra tout à l'heure. Vous allez commenter tout à l'heure ce chiffre. Alors, l'article 6, alinéa 3 du Code électoral ivoirien stipule, je cite, la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, ce qui ne serait pas le cas. En Côte d'Ivoire, les révisions n'ont pas lieu chaque année. Quel commentaire faites-vous sur cet article 6? Très bien, vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent parce que j'avais mon chiffre 6 là en tête, j'ai même révisé ce matin et là, ça m'a échappé sur votre plateau. Non, effectivement, l'article 6 de l'ordonnance qui a mis en place le nouveau code électoral stipule très bien, comme vous venez de le dire, que la liste électorale est permanente et publique et que cette liste électorale est révisée tous les ans par la commission électorale indépendante. Ils disent par l'organisme chargé de l'organisation des élections. Donc, nous-mêmes, nous sommes surpris que la CEI ne l'applique pas. C'est-à-dire, on me parle des révisions qui ont lieu sur 2 années, par exemple 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, ça n'a pas de sens. La révision électorale, comme dit la loi, se fait tous les ans. Et cette année, encore plus que par le passé, cela s'impose. Cela s'impose pour la simple raison que le délai supplémentaire qu'on a demandé pour la révision de cette liste, compte tenu des difficultés qu'on a connues et que j'ai évoquées plus haut, ça a été refusé. La seule alternative qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est de programmer une autre révision électorale en 2025. Et je propose que cette révision ait lieu au mois de février ou au plus tard le mois de décembre. À ce moment-là, tous les documents qu'on a obtenus aujourd'hui, on les aura eus. On aura permis à d'autres Ivoiriens qui veulent se faire enrôler pour aller participer au vote, auront préparé les documents. On nous donnera le délai, la période, et on ira s'inscrire. C'est ça que je propose. C'est tout simple. Merci à vous, professeur Dano Djedje. Je rappelle que vous êtes le président exécutif du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Merci pour cet échange enrichissant, vos analyses sur les enjeux électoraux, la gouvernance et la vie socio-économique a apporté une perspective claire et sur les ambitions et les engagements de votre parti, le PPACI. Nous espérons vous revoir très prochainement sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était tout un honneur de participer à cette émission. Honneur partagé, plaisir partagé. Entre deux news reste votre plateforme pour comprendre, chers téléspectateurs, et débattre des enjeux qui façonnent notre pays, la Côte d'Ivoire. Rendez-vous pour une prochaine émission sur Reflet TV. Rediffusion de cette émission demain à partir de 10h15 sur le numéro 208 du bouquet Canal+. Demain, nous aurons le secrétaire exécutif de l'ADCI. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, le mouvement politique d'Astani Moko qui sera représenté par Roger Louan. Portez-vous bien, demain 20h15. Bonsoir. Merci beaucoup.